Commencée de la guerre dans l'est de la RDC, au sommet des chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, qui s'est clôturée ce week-end à Kampala, les participants ont demandé à leur ministre de la Défense de se réunir très vite pour travailler à l'opérationnalisation de la force internationale neutre en vue de la déployer dans un délai de 3 mois. Cette force internationale est censée être déployée à la frontière entre la RDC et le Rwanda pour lutter contre les rébellions du mouvement du 23 mars, M23, et des FDLR. Les chefs d'État des Grands Lacs ont approuvé la proposition de leur ministre de la Défense qui avait suggéré, au cours de leur rencontre à Goma en août dernier, de placer la force neutre sous le mandat de l'ONU et de l'Union africaine. Mais les questions relatives au financement et à la constitution de cette force internationale restent encore sans réponse. Et la majorité des chefs d'État de la CIRGL ont brillé par leur absence à ce sommet. Un reportage de Primo Pascal Roudaïgua. Sur 11 chefs d'État attendus à Kampala, 3 seulement ont répondu au rendez-vous. Cela ne rassure plus certains habitants de l'Est de la République démocratique du Congo. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, acteur politique de l'opposition. En réalité, il n'y a eu que le président Kabila, le président Yoweri Museveni et celui de la Tanzanie, lui qui s'est déplacé. Donc pour dire que, en principe, la décision prise par le sommet ne devrait pas être opposable à tous les autres pays membres de la région. L'absence du président Paul Kagame est non seulement une humiliation pour le Congo, mais également c'est un signe prémonitoire de ce qui se profile à l'horizon. Nous pensons que c'est un signe révélateur de conciliabule qui devrait y avoir lieu entre le président Kabila et lui, et qui fait à ce qu'aujourd'hui l'opposition politique est en train de demander à l'ensemble des députés nationaux de pouvoir actionner un mécanisme pour haute trahison contre le président Joseph Kabila. Pourtant, le gouvernement congolais tient beaucoup à toutes ces tractations diplomatiques. Madame Magui Rwakabuba, vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en mission à Goma. Nos yeux sont tournés à Kampala, il y a le sommet au niveau des chefs d'État de la sous-région et nous espérons le plus rapidement possible que cette guerre puisse cesser, que la population rentre dans leur environnement naturel, qu'ils puissent vivre de leurs produits de champs et que nos élèves aillent tout à fait normalement à l'école comme tous les enfants du monde entier. Les rebelles du M23, quant à eux, n'attendent rien de tous ces sommets. Ils sont désormais décidés à continuer la lutte armée jusqu'à la capitale congolaise. Professeur Stanislas Baleke, porte-parole politique du M23. La CIRGL, c'est une institution que nous respectons énormément. D'ailleurs, je tiens à vous informer que la RDC ne paye pas ses cotisations. C'est pour cette raison qu'on lui impose tout. Nous disons à nos amis de s'occuper de leur pays. Et nous allons nous occuper de la RDC. Nous ne sommes pas là pour nous arrêter ici. Sinon, ce serait donner raison à tous ces charlatans qui crient que nous sommes là pour la balkanisation. Alors que ce n'est pas ça, c'est l'unité de notre pays qui nous intéresse. Et la capitale de notre pays, c'est Kinshasa. Et donc, on ne peut pas dire qu'on veut prendre le pays et s'arrêter à Rutshuru. Nous voulons aller effectivement à Kinshasa. Mais un voyage de 1000 km commence par un pas. Pendant ce temps, quelques jeunes continuent à se rallier à la rébellion du M23. Maître Jean-Paul Lumbulumbu n'est pas d'accord avec eux. Nous devons décourager les jeunes à pouvoir rejoindre le M23 parce que le M23 est une rébellion. Tout ce que nous pouvons demander aux jeunes, c'est de pouvoir s'enrôler dans l'armée régulière parce que nous sommes d'avis que l'armée de la République démocratique du Congo n'a jamais été dans une incapacité de pouvoir repousser l'ennemi. C'est seulement les infiltrations, les trahisons dont elle est victime et certainement la chaîne de commandement qui sont à la base de toutes les trahisons, toutes les défaites que connaît l'armée congolaise sur le front. De Goma, Primo Pascal Roudaïgua pour La Voix de l'Amérique. Autre dossier concernant la RDC, le gouvernement de Joseph Kabila a décidé de remettre l'exercice du petit commerce exclusivement aux Congolais. Une mesure qui existait déjà, il est vrai, mais qui n'a jamais été mise en application. Donc les commerçants expatriés sur le territoire congolais ne peuvent désormais être que des grossistes, selon ce qu'a précisé le ministre congolais de l'économie au micro de notre correspondante à Kinshasa. Nous écoutons Chouchou Kaoua. Désormais à Kinshasa, capitale du Congo démocratique, la mesure est prise. Il n'est plus question que les expatriés exercent le petit commerce. L'arrêté avait été signé depuis le 11 octobre 2011 par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, suivant le ministre de l'économie Jean-Paul Nemoyato. Dans notre pays, il existe une vieille loi qui a été votée depuis les années 73 qui donc donne l'exclusivité du
petit commerce et le commerce de détail aux Congolais. Ça se fait comme ça dans beaucoup de pays, surtout en Afrique. Mais on a constaté que ces dernières années, surtout à partir des années 2000, de plus en plus, nous constatons les expatriés que nous accueillons avec beaucoup d'hospitalité parce que nous avons besoin de leur présence. Ils nous aident beaucoup, mais malheureusement, qui s'y mixent dans le petit commerce et le commerce de détail. Dans un pays caractérisé par un taux de chômage très élevé, je ne peux pas vous dire sur 100% de la population active congolaise, il n'y a que moins de 5% qui travaillent dans un emploi formel. Ce qui fait que ces jeunes gens qui terminent les universités, ils ont développé des activités de survie dans justement les petits commerces et les commerces de détail. Alors lorsque les grands, les puissants, donc les importateurs, les expatriés descendent dans les détails, voyez-vous que nous avons des problèmes d'ordre social par rapport à l'encadrement, n'est-ce pas, de la jeunesse et surtout de la femme, parce que vous savez que ce sont les femmes qui excellent dans ces petits commerces et commerces de détail. Une femme commerçante donne son avis à ce propos. Nous étions très contents d'apprendre que cette musique date de longtemps maintenant d'application. Mais nous savons que ça n'ira pas très loin. Toutes les mesures qu'on prend, toutes les arrêtés qu'on signe, avec les décrets rois, ça se termine dans les tiroirs. Toutefois, nous sommes contentes, mais nous ne sommes pas trop sûrs que ça va réussir. Nous reviendrons à vous d'ici peu pour vous tenir au courant de l'évolution de ce dossier. De Kinshasa, Chouchoukawa pour la Voix de l'Amérique. Je m'appelle Patience Ngalula, citoyenne journaliste pour la VOA à Kananga. À Kananga, il y a eu élaboration et adoption d'un code de bonne conduite entre les acteurs politiques, les responsables des institutions politiques et les journalistes qui sera opposable à toutes les trois parties. Et puis, ils s'engagent tous de les respecter. D'autres nouvelles, c'est toujours par rapport à la défection d'un colonel. Il y a des rumeurs partout. La population pense qu'on est en train de recruter des jeunes dans l'armée. Ils pensent qu'ils seront recrutés pour aller au front, à l'est du pays où il y a la guerre. Et c'est pourquoi ils se disent il faut éviter d'être sur la rue tard parce que vous risquez d'être recrutés forcément dans les forces armées. Je suis citoyen journaliste, je me nomme Rose, j'évolue en Bujimaï. En fait, l'actualité chez nous, c'est la défection du colonel John Tshibangou. Le gouvernement provincial a dû envoyer un groupe de militaires dans les différents territoires tels que Miabi et Kabeya-Kamwanga pour aller à la recherche de ce colonel déchu de la 4e région militaire. Et aussi, le gouvernement provincial a dû tenir la semaine passée une rencontre avec les différentes couches de la population pour essayer de sensibiliser la population à pouvoir dénoncer les rebelles s'il arrivait qu'ils auraient l'information. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. 7h37, les conclusions du mini-sommet des Grands Lacs de samedi dernier ne convainquent pas tout le monde en République démocratique du Congo. Pour la société civile du Nord Kivu, c'est même un échec. Samedi à Kampala, les dirigeants de la région devaient avancer sur la composition de la force neutre chargée de sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo. La région frontalière du Rwanda est en proie à la rébellion du M23, mais samedi à Kampala, le président rwandais Paul Kagame était absent et aucune décision n'a été prise sur la composition et le financement de cette force neutre. Cependant, à Kinshasa, le gouvernement met en avant les quelques précisions qui ont été faites sur le déploiement de cette force. Kamanda Wakamanda Muzembe. Le porte-parole du gouvernement est catégorique. Le dernier sommet de Kampala n'a pas été un échec. Lambert Mende Omalanga y voit une avancée significative, citant pour cela le délai de 3 mois fixé pour le déploiement de la force neutre dans l'est de la RDC. Il a également mis en relief la double tutelle de cette force qui sera confiée à l'Union africaine ainsi qu'à l'ONU et dont les effectifs devraient provenir de pays de la SADC. Les animateurs de la société civile du Nord Kivu parlent, eux, de l'échec de la diplomatie congolaise. Selon eux, un trimestre, c'est amplement suffisant pour que la rébellion du M23 consolide ses positions et occupe toute la province du Nord Kivu. Dans un communiqué publié ce dimanche, Thomas Dakin et Omer Kavota accusent la CIRGL, la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, d'accompagner la balkanisation de la RDC. Kamanda ou Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Le sommet des chefs d'État de la conférence internationale de la région des Grands Lacs qui s'est clôturé le week-end dernier suscite plusieurs réactions dans la classe politique congolaise. Et pour une fois, l'opposition congolaise et le gouvernement de Kinshasa sont d'accord pour parler d'un échec de la rencontre. Les explications de Kati Kataï à Kinshasa. Dans la classe politique congolaise, on n'a pas compris l'absence du président rwandais Paul Kagame au sommet de Kampala en fin de semaine dernière. Pour le gouvernement congolais, l'absence du chef d'État rwandais à cette rencontre très importante est une preuve supplémentaire de la mauvaise volonté du voisin à trouver une solution dans l'affaire qui l'implique en République démocratique du Congo. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de la RDC. Ils disent qu'ils souhaiteraient que la paix revienne dans la région des Grands Lacs. Mais aujourd'hui, là où on débat de la paix dans la région des Grands Lacs, c'est à Kampala. Or, de tous les chefs d'État concernés, un seul est absent, c'est le président Paul Kagame. Est-ce que c'est là l'attitude de quelqu'un qui souhaite que la paix revienne dans une région perturbée à laquelle il appartient, ou c'est quelqu'un qui veut simplement avoir des attitudes dilatoires, empêcher précisément que des solutions de paix ne puissent intervenir? Dans l'opposition congolaise, on estime que ce sommet est un échec pur et simple car le problème important n'a pas été traité, surtout à cause de l'absence du président Kagame. Jean-Lucien Boussa, député national du MLC. D'une part, l'absence du président rwandais pose problème. D'autre part, les résolutions telles qu'elles ont été trouvées ne sont pas à la hauteur du défi à relever à l'est du pays et créer les conditions politiques internes propices à la stabilité politique et au développement de la République démocratique du Congo. En visite en RDC depuis le week-end, le secrétaire général des Nations Unies au maintien de la paix, Hervé Ladsou, a déclaré qu'il se rendra à Kigali afin de rencontrer les autorités de Kigali pour préparer le mini-sommet du 27 septembre prochain à New York. Et pour voir comment est-ce que ce mini-sommet du 27 septembre peut être une contribution pour que les choses se débloquent et que ça aille mieux. Signalons que les chefs d'État présents à Kampala ont décidé que la future force neutre devrait être déployée dans 3 mois sous le mandat des Nations Unies et de l'Union africaine. Kati Kataï, Kinshasa, la voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Présidence de cette organisation. Direction la région des Grands Lacs, une force neutre pour surveiller la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda d'ici 3 mois. C'est la conclusion à laquelle a abouti samedi une rencontre des dirigeants des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La rencontre, organisée dans la capitale ougandaise, visait à trouver une solution à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo et qui crée la tension entre les pays de la sous-région. Kinshasa parle de succès, mais la société civile du Kivu parle d'échec. Les détails de notre correspondant à Goma, John Kanyunyu. Le sommet de Kampala 2 est un véritable échec, selon la coordination de la société civile du Nord Kivu. Son porte-parole, Maître Omar Kavota, accuse la conférence internationale sur la région des Grands Lacs d'accompagner l'agression et le plan de balkanisation de la RDC tout en jouant la carte du M23. Dans les conclusions de ce sommet, il a été décidé l'envoi d'une force neutre dans l'est de la RDC d'ici 3 mois. Mais cette idée n'est pas partagée par le collectif des associations de la société civile du Nord Kivu. Étienne Kambale est membre de ces collectifs. Si ça pouvait être une force combattante, là on pouvait l'accepter. Mais une force neutre, il y a une autre mission neutre ici, les Nations Unies, la MONUSCO, qui a 18 000 hommes. Les 4 000 hommes qui vont venir vont servir à quoi? Nous ne disons pas qu'il nous faut l'Artémis 2, mais ça serait l'idéal. Mais comme nous ne pouvons pas l'Artémis 2, est-ce qu'on ne peut pas changer les mandats de la MONUSCO et que la MONUSCO impose la paix? Surtout que la MONUSCO a vu des histoires. La force neutre qui aura comme mission l'éradication des rebelles et le contrôle de la frontière rwando-congolaise est prévue pour être placée sous mandat de l'Union africaine et des Nations Unies. Sa venue sera précédée par une équipe d'agents des renseignements qui aura comme mission d'évaluer le nombre réel des rebelles du M23 ainsi que celui des FDLR. La Tanzanie a déclaré être prête à envoyer des hommes pour participer à la force neutre. En attendant la mise à place de cette force en RDC, certaines indiscrétions font état de la préparation d'une éventuelle négociation entre Kinshasa et les rebelles du M23. Mais que pense le collectif des associations de la société civile d'un processus pareil? La réponse avec Étienne Kambale. Même si vous négociez avec la M23, on ne va pas trouver une solution. Il faut savoir avoir des diplomates forts, savoir ce que veulent les grands de ce monde, les intérêts des grands de ce monde. Et nous ne disons pas qu'il faut sacrifier le pays, mais il faut sauvegarder les intérêts du pays et sauvegarder aussi les intérêts des grandes puissances de ce monde. John Kanyunyu à Goma pour la Deutsche Welle.
L'opération Artemis évoquée par Étienne Kambalé est une opération militaire d'urgence qui avait été menée en 2003 en Uturie par l'Union européenne sous mandat onusien. Elle avait eu pour mission de faire cesser les combats dans cette région du nord-est de la République démocratique du Congo. Précisons que le président rwandais Paul Kagame n'était pas présent au mini-sommet de Kampala. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Bonjour, République démocratique du Congo. Dans un nouveau rapport, Human Rights Watch affirme que les rebelles du M23 sont responsables de crimes de guerre à grande échelle dans l'est du pays, dont des exécutions sommaires, viols, tortures, enlèvements et recrutement de forces d'enfants pour combattre. Selon Human Rights Watch, 33 garçons qui avaient tenté de quitter les rangs des rebelles ont été exécutés. Depuis juin, dit le rapport, les rebelles ont tué au moins 15 civils dans des zones qu'ils contrôlent. Au moins 46 femmes et filles ont été violées, la plus jeune victime n'ayant pas plus de 8 ans, affirme Human Rights Watch, parlant notamment d'une jeune femme enceinte violée et tuée par balle et de 2 autres femmes mortes des blessures reçues lorsqu'elles ont été violées. L'organisation dit avoir basé ses affirmations sur des entretiens menés de mai à septembre avec 190 personnes, des victimes congolaises et rwandaises, des membres des familles de victimes, des témoins, certaines autorités locales et des combattants et anciens combattants du M23. République démocratique du Congo, la société civile dans l'est du pays est plutôt pessimiste quant à la force militaire neutre discutée au récent sommet des pays des Grands Lacs de Kampala. Pour la PDH, promotion de la démocratie et protection des droits humains, cette force est un échec avant même son arrivée prévue dans 3 mois. Je vous propose d'écouter le président du conseil d'administration de la PDH, maître Joseph Dounia Yourenzi. Nous sommes pessimistes dans le sens qu'avec environ 20 000 casques bleus des Nations Unies, s'ils n'ont pas réussi à mettre fin aux groupes armés, 4 000 hommes comme force maître, si le mandat n'est pas spécial comme ce qu'on avait connu en Ituri, Artemis ou bien Licorne en Côte d'Ivoire, nous croyons que les 4 000, leur présence ne présente aucun intérêt. Et aucun résultat n'est possible pourtant parce que 20 000 casques bleus n'ont pas donné de résultats et donc ces 4 000 viennent en promenade au Congo, ils ne vont pas donner de résultats. Il a été mentionné que cette force sera opérationnelle dans 3 mois sous mandat de l'Union africaine et de l'ONU. C'est vrai que les contours clairs n'ont pas été définis. Qui y participera? Comment fonctionnera-t-elle? Mais n'empêche, ne pensez-vous pas que cela pourrait venir soutenir toutes ces actions qui ont eu lieu jusqu'ici? Oui, c'est-à-dire que la grande préoccupation des habitants du Congo et de l'Est en particulier, c'est cette légitimation des groupes armés. Et cette mission neutre, si elle n'a pas un mandat spécial, les gros problèmes à l'Est du Congo, ce sont l'activité des groupes armés qui se sont activés depuis un bout de temps et le fait que tous ces groupes armés bénéficient des amnisties malgré les crimes graves qu'ils sont en train de commettre. Donc la mission des Nations Unies à MONUSCO, la force neutre, tant qu'elle n'a pas un mandat cadré sur les vrais problèmes qui existent depuis 1996, ça signifie que la présence constitue déjà un échec dès le départ. Encore qu'à Kampala, ça n'a pas été circonscrit, on n'a pas donné de précision. 3 mois, ça permettra encore à tous les belligérants, à toutes les parties de se renforcer, de se consolider. Et les groupes armés restent actifs, vous êtes en train d'apprendre tout ce qu'il y a comme atrocité à l'est du Congo. Et donc, ces 3 mois permettent de consolider les positions de chaque groupe armé. Et donc, c'est un échec patent. N'empêche, ne pensez-vous pas que cette force peut aider justement à éradiquer tous ces groupes rebelles dans l'est du pays? Oui, la présence de cette force neutre, si elle a un mandat spécial concernant la présence des groupes armés, concernant la formation de la police et de l'armée congolaise, nous croyons que cette force pourrait être la bienvenue et pourrait aider. Mais l'expérience qu'on a, c'est de voir que les Nations Unies n'ont pas de position claire à l'égard du Congo depuis déjà plusieurs années. Et même la formation pose problème. Et donc, on ne peut pas accuser les forces armées de la République démocratique du Congo de ne pas être en mesure de mettre fin aux groupes armés. Et pourtant, on sait que depuis plusieurs années, c'est une armée en chantier, une armée en construction. Donc, une jeune armée ne peut pas faire face à des groupes armés aguerris. Et donc, la responsabilité aussi est des Nations Unies, sauf si aujourd'hui, la force neutre viendrait pour renforcer la capacité des FARDC, si elle viendrait pour former les FARDC et mettre fin aux groupes armés, cela pourrait permettre aussi à l'État congolais de renforcer son autorité sur l'ensemble du Congo.
sans renforcement de la capacité de l'État, on n'a pas d'espoir que cette force puisse faire quelque chose. De la façon que c'est conçu, on sait que beaucoup de pays voisins ont des comptes à régler avec les groupes armés qui proviennent de leur pays. Et donc, cette force si on n'a pas la mission spéciale de mettre fin aux groupes armés et renforcer les FARDC, nous pensons que c'est une peine perdue. Maître Joseph Dounia Yourenzi, président du conseil d'administration de l'ONG PDH, joint à Goma. Je m'appelle Patience Ngalula, citoyenne journaliste pour la VOA à Kananga. À Kananga, il y a eu élaboration et adoption d'un code de bonne conduite entre les acteurs politiques, les responsables des institutions politiques et les journalistes, qui sera opposable à toutes les trois parties. Et puis, ils s'engagent tous de les respecter. D'autres nouvelles, c'est toujours par rapport à la défection d'un colonel. Il y a des rumeurs qui courent partout. La population pense qu'on est en train de recruter des jeunes dans l'armée. Ils pensent qu'ils seront recrutés pour aller au front, à l'est du pays où il y a la guerre. Et c'est pourquoi ils se disent qu'il faut éviter d'être sur la rue parce que vous risquez d'être recruté forcément dans les forces armées. Je suis citoyen journaliste, je me nomme Rose, j'évolue en Mbuji-Mayi. En fait, l'actualité chez nous, c'est la défection du colonel John Tshibangu. Le gouvernement provincial a dû envoyer un groupe de militaires dans les différents territoires tels que Miabi et Kabea-Kamwanga pour aller à la recherche de ce colonel déchu de la 4e région militaire. Et aussi, le gouvernement provincial a dû tenir la semaine passée une rencontre avec les différentes couches de la population pour essayer de sensibiliser la population à pouvoir dénoncer les rebelles si la... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le Rwanda se félicite des résultats du mini-sommet de Kampala. C'était samedi dans la capitale ougandaise. 4 dirigeants de la région des Grands Lacs étaient réunis pour parler de la force neutre qui sera chargée de stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Le président rwandais Paul Kagame était absent à cette rencontre, mais sa ministre des Affaires étrangères se dit satisfaite des quelques précisions faites lors de la réunion. Louise Mushikiwabo estime normal que le délai de déploiement de cette force soit de 3 mois. Pour elle, une telle force ne pouvait de toute façon pas être mise en place en quelques semaines. Quant aux nouvelles accusations de Kinshasa, la chef de la diplomatie rwandaise les qualifie de ridicules. Les autorités congolaises reprochent au Rwanda d'avoir utilisé le retrait de ses troupes basées à Rutshuru pour exfiltrer des soldats qui auraient combattu aux côtés des rebelles du M23. Et Louise Mushikiwabo parle de psychose. Comment on dit en français, le ridicule ne tue pas? Moi, je pense que c'est ça la réponse du Rwanda. Je pense que Kinshasa a plus intérêt à essayer de trouver une solution pour ces problèmes que de rester bloqué dans cette psychose d'accusation après accusation. Ça ne les aide pas, ça n'apporte aucune solution. En fait, nous, ça nous donne l'impression que Kinshasa n'est pas intéressé par une solution. Mais bon, les accusations de Kinshasa, nous, on ne fait même plus attention, ça devient tellement ridicule. C'est une force, la force rwandaise était bien sur le territoire congolais, avec l'accord de Kinshasa. Nos troupes étaient avec les troupes congolaises, en uniforme de l'armée congolaise. Donc, comme les deux étaient ensemble, ça veut dire que l'armée congolaise aussi se battait aux côtés du M23 alors. Voilà la réponse de la ministre rwandaise des Affaires étrangères aux accusations de Kinshasa. Des propos recueillis à Kigali par Stéphanie Aglietti. À Kinshasa, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, lui, réaffirme ces accusations au micro de Bruno Minas. La ministre du Rwanda a peut-être raison, le ridicule ne tue pas, mais elle doit convenir que ce qui se passe au Kivu ne relève pas du ridicule. Des Congolais sont tués chaque jour, par centaines, par milliers. Ces gens sont innocents et ils meurent. Leurs champs sont brûlés, leur bétail est pillé et leurs enfants mineurs sont recrutés de force par les éléments du M23 pro-rwandais, recrutés par le Rwanda. Tout cela est loin d'être ridicule. Concernant ce qu'elle dit, à savoir que le Congo avait un accord militaire avec le Rwanda jusqu'à ces derniers jours et que les autorités congolaises ont même assisté à leur départ. Je pense qu'il s'agit là d'une manœuvre malicieuse pour opposer le gouvernement congolais à la population congolaise que de s'aimer la confusion sur les gens. Ils ont même trafiqué des images
pour faire croire que nos militaires auraient pu assister au départ ou nous opposer à notre population. Et c'est ça qui rend le Rwanda peu crédible dans ses déclarations prétendant qu'il recherche la solution. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, pour tenter d'apaiser ces tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le secrétaire général adjoint chargé des opérations de paix pour les Nations Unies est en tournée dans la région des Grands Lacs. Hervé Latsous est à Kinshasa. Il doit rencontrer aujourd'hui le président Joseph Kabila avant de se rendre ensuite dans l'est de la RDC, puis à Kigali où il rencontrera le président Paul Kagame. Malgré les accusations que se renvoient Kinshasa et Kigali, Hervé Latsous veut voir les prémices d'un apaisement dans l'accord de principe donné par les deux chefs d'État au déploiement d'une force de stabilisation au Nord Kivu. Ces dernières semaines, il y a eu une relative accalmie. Et je crois que l'objectif immédiat à poursuivre, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'il faut que les hostilités ne se poursuivent pas et qu'on progresse, sinon vers un cessez-le-feu formel, en tout cas vers une cessation des hostilités. À l'égard du président Kagame et de l'ensemble des acteurs, je crois qu'il faut surtout et avant tout bâtir de la confiance à travers une approche qui ne serait plus bilatérale mais qui serait multilatérale. C'est bien ce que traduisent les sommets de la conférence des Grands Lacs. Moi, je ne dis pas que c'est un mauvais résultat ou une absence de résultat. Non, je dis au contraire, le fait qu'il y ait un consensus parmi les participants, parmi les chefs d'État, pour progresser vers un traitement multilatéral des difficultés qui se posent, eh bien, je crois que c'est un signal encourageant qu'il faut travailler à renforcer, parce qu'encore une fois, ce dont il s'agit, c'est bien de confiance à bâtir entre les différents partenaires pour que cette région cesse de connaître cet enchaînement de violences. Le Français Hervé Latsous, secrétaire général adjoint chargé des opérations de paix pour les Nations Unies. Dernière information concernant la République démocratique du Congo. La haute cour militaire de Kinshasa reporte au 23 octobre l'annonce de sa décision sur la comparution du général John Numbi. La cour doit dire si oui ou non il sera convoqué au procès des assassins présumés de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Le général Numbi était le chef de la police il y a 2 ans quand les 2 militants des droits de l'homme ont disparu. Il les avait convoqués le soir de leur disparition. Seul le corps de Floribert Chebeya a été retrouvé depuis le début de cette affaire. Les proches des 2 hommes réclament la mise en cause du général et ils dénoncent ce report de la haute cour militaire en parlant d'un déni de justice. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. On continue de commenter les résultats, ou plus exactement l'absence de résultats concrets au mini-sommet de Kampala qui portait le week-end passé sur le déploiement éventuel de la force internationale neutre contre les groupes armés actifs dans l'est du pays. Le sommet aurait conclu, dit-on, que cette force sera opérationnelle dans 3 mois sous mandat de l'Union africaine et de l'ONU. Est-ce réaliste ce délai de 3 mois? C'est la question que j'ai posée à notre confrère Nikez Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses, actuellement dans la capitale ougandaise. Ce n'est pas réaliste. D'ailleurs, je peux me référer à la réponse à la question que nous avons posée au professeur Ntumbalwaba, qui est le secrétaire exécutif de la CIRGL. Il avait répondu exactement ceci, qu'il est impossible de trouver une force ici en Afrique parce qu'il y a manque de capacité et il y a un problème d'argent, il y a un problème de logistique. Donc, il n'y a pas une force prédisposée à intervenir dans les 6 mois. Ça, c'est la réponse qu'il nous a donnée le 9 août 2012. Donc, 3 mois, ce n'est pas possible parce qu'il faut disponibiliser les hommes, disponibiliser l'argent. Et jusque-là, c'est la Tanzanie qui s'est portée garante, mais il faut trouver de l'argent, trouver des moyens, trouver de la logistique. Ce n'est pas dans 3 mois qu'on peut avoir une force pareille. Alors, entre-temps, des négociations ont été proposées avec le président Museveni. Le M23 se dit prêt à dialoguer avec le président ougandais. Mais est-ce le président Museveni la personne indiquée pour ce genre de dialogue? Le président Museveni n'est pas la personne indiquée pour la simple et bonne raison qu'il fait partie des problèmes. C'est-à-dire que même s'il a été institué comme médiateur dans cette crise, la République démocratique du Congo, au moins les observateurs avertis, le pointent aussi du doigt parmi les gens qui alimentent la déstabilisation de la sous-région. Donc il n'est pas la personne indiquée, même s'il dit clairement qu'il demande au M23 de garder le statu quo, c'est-à-dire de garder ses positions. Pour aussi d'autres analystes, cela signifie que le M23 se retrouve comme un État dans un État et il perçoit des taxes. Donc ce statu quo-là où Museveni
censé venir comme médiateur, il n'est pas la personne indiquée. Ce statu quo, en quelque sorte, ça ne vous rappelle pas le RCD Goma ? Effectivement, ça nous rappelle le RCD Goma, ça nous rappelle les accords de Lusaka qui avaient institué pratiquement une partition des faits du pays, où chaque groupe armé ou chaque rébellion occupait une partie du territoire et l'administrait comme il l'entendait. Donc, nous sommes pratiquement dans un éternel recommencement, depuis le RCD Goma, le MLC, le RCD KML, le CNDP et aujourd'hui le M23. L'absence de Kagame au sommet de Kampala, comment vous l'interprétez ? Beaucoup de gens auraient souhaité que le président Kabila s'absente pour montrer son indignation face à ce qui se passe. Mais l'absence du président Kagame est interprétée comme un coup de gueule, c'est-à-dire pour montrer son mécontentement par rapport aux accusations faites par les autorités congolaises qui voulaient refuser qu'il y avait un accord entre le Rwanda et la RDC en 2009 où il y avait des bataillons pour traquer les FDLR. Donc, il s'est fâché en estimant que les autorités de la RDC n'étaient pas correctes dans leur façon de réagir, mais une certaine opinion aurait souhaité que ce soit le président Kabila qui s'absente en disant « ce sommet est un éternel recommencement, on fait du surplace, nous avons besoin de stabiliser le Congo, il est mieux que moi, Kabila, je ne me présente pas au sommet pour montrer mon désaccord, parce que les grands protagonistes, ils ne viennent pas. Et je dois signaler en passant qu'ils avaient refusé d'accréditer la presse comme quoi la presse ne rend pas bien compte de ce qu'ils font. Et vous voyez un sommet sans la presse, il y a la spéculation. Qu'est-ce que ça signifie tout cela pour les populations qui continuent de subir les conséquences de cette guerre interminable ? Pour les populations, effectivement, l'histoire se répète. L'histoire n'est qu'un éternel recommencement, comme nous l'avons dit. Les populations auraient souhaité que la force internationale neutre, comme on l'avait dit à Addis Abeba, soit une brigade spéciale au sein de la MONUSCO, afin de mettre dans le plus bref délai terme à cette déstabilisation, à cette insécurité qui jette les populations dans la forêt ou dans les parcs et qui fait des réfugiés de déplacer dans leur propre pays. Donc pour la population, c'est un passe-temps inutile, c'est de l'argent gaspillé. On a besoin de la paix et il faut aller vite au lieu de faire des contours. C'était de Kampala, notre confrère Nikez Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses. À propos du déploiement d'une force neutre dans l'est de la RDC, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Hervé Latsou, a dit que l'ONU est prête à aider au déploiement de cette force. Il faut faire respecter le principe majeur dans la communauté internationale de l'inviolabilité de la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo. Il y a un certain nombre d'idées qui ont circulé, qui ont été adoptées d'ailleurs déjà au niveau du sommet de la conférence internationale de la région des Grands Lacs à Kampala la semaine dernière. Je crois que maintenant de tout cela nous allons discuter dans la perspective du sommet qui se tiendra à New York à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, avancer pour mettre en œuvre ces concepts. L'un des concepts, c'est celui d'une force internationale neutre. C'est une idée. Maintenant, il faut traduire ça en concept opérationnel. Et c'est à cela que nous allons travailler avec l'ensemble de nos partenaires. Hervé Latsou, chef des opérations humanitaires de l'ONU, s'exprimait hier à Goma, dans l'est de la RDC. Concernant le M23 et le Rwanda, rappelons que l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a accusé les rebelles du M23 d'être responsables de crimes de guerre commis à grande échelle, y compris des exécutions sommaires, des viols et des recrutements de force. 33 des personnes exécutées étaient des jeunes hommes et des garçons qui avaient tenté de quitter les rangs des rebelles. Par ailleurs, Human Rights Watch souligne que certaines autorités rwandaises pourraient être considérées comme complices de crimes de guerre en raison de l'appui militaire continu qu'elles apportent aux forces du M23. Joseph Mikombe, citoyen journaliste de la VOA à Kananga, Kasai Central RDC. Je suis justement à côté de la voirie urbaine au centre-ville de la ville de Kananga. Les travaux ont repris quand même timidement. Il y a beaucoup de passages qui sont un peu bloqués. L'entretien de la voirie urbaine a repris sur la ville de Kananga. Les gens vraiment s'enregistrent. Quand bien même les travaux sont en cours d'exécution là, avec beaucoup de lenteur, la reprise déjà, ça crée un engouement dans la population. La circulation est quelque peu perturbée dans ce sens. Il y a beaucoup de barrières par-ci, par-là pour essayer un peu de circuler au centre-ville. Là où je me trouve présentement, il y a un peu d'embouteillage. Les gens se fourvoient un peu pour se frayer le passage par-ci, par-là. C'est Isabelle
Douya, citoyenne journaliste, Mbujima, RDC, Kasaï oriental. La situation sécuritaire de la province était préoccupante, surtout dans les districts de Chilénié, où on signale beaucoup de cas d'insécurité et de tracasseries routières enregistrées ça et là, causées par les éléments en uniforme non autrement identifiés sur certains actes à l'intérieur, d'autre part par les hommes identifiés en uniforme de FARDC de la police. Et là, ça se passe dans les territoires de Kabeya-Kamanga, dans les territoires de Chilénié. C'est un peu ça la situation générale sécuritaire. La population vit depuis un certain temps, depuis l'annonce de la désertion du commandant de la 4e région militaire. Ça a créé une psychose depuis qu'on a fait l'alerte contre ces gens avec à leur tête le commandant John Chibangu. Toute l'attention et tous les efforts du gouvernement provincial étaient déployés pour retrouver les colonels déserteurs. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La Cour militaire de Kinshasa ne s'est donc pas prononcée hier sur l'éventuelle mise en cause de l'ancien chef de la police dans l'affaire Chebeya. Les parties civiles considèrent le général John Numbi comme le principal suspect dans ce meurtre. Je vous rappelle que Floribert Chebeya a été tué en 2010. L'audience qui était prévue hier dans le cadre de ce procès n'a pas eu lieu. La Cour a décidé de renvoyer cette audience au 23 octobre, dans plus d'un mois, et donc après le sommet de la francophonie qui doit se tenir à Kinshasa du 12 au 14 octobre prochain. Bruno Minas. Lors de la dernière audience, la semaine passée, le président de la Haute Cour militaire avait prévenu que les juges auraient besoin de temps pour rendre leurs décisions sur les différents recours déposés par les parties. Le plus difficile étant de répondre à la demande d'inculpation du général Numbi. Cela fait 2 ans que les défenseurs des droits de l'homme réclament en vain que soit poursuivi le chef de la police actuellement suspendu. Depuis l'ouverture du procès en appel, elle réclame aussi que l'on prenne en compte le témoignage d'un policier en fuite, le major Mouilamboué, qui s'est confié au documentariste belge Thierry Michel. Un témoignage qui met aussi en cause Numbi. Il dit même que le corps du chauffeur, Fidel Bazana, est probablement enterré dans une propriété de Numbi. Les parties civiles veulent que l'on vérifie cela, mais le procureur militaire ne veut pas, les avocats de l'État non plus. Maintenant, le renvoi de la décision après le sommet de la francophonie est perçu comme une volonté de camoufler une injustice. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. 190 témoignages ont été recueillis pour rédiger ce document, ceux de victimes congolaises et rwandaises, de membres des familles de victimes, de témoins, des autorités locales et ainsi que des combattants et ex-combattants du M23. Des témoignages à partir desquels Human Rights Watch a publié hier un rapport qui concerne la rébellion du M23 et ses actions dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce document, l'organisation accuse les rebelles d'avoir commis des crimes de guerre à grande échelle dans cette région, notamment des exécutions sommaires, des viols et des recrutements de force. Pour Anneke van Woudenberg de la division Afrique de Human Rights Watch, certaines autorités rwandaises pourraient être considérées comme complices de ces crimes de guerre en raison de l'appui militaire qu'elles apportent aux forces du M23. C'est le Rwanda qui continue d'appuyer le M23 avec armes, munitions, recrues, parce qu'il y a aussi des jeunes gens recrutés par force au Rwanda, mais aussi au même moment, des soldats rwandais sont toujours en train eux-mêmes d'y aller de temps en temps au Congo pour appuyer le M23. Donc c'est clair que les autorités rwandaises peuvent être considérées comme complices de ces crimes de guerre. Donc nous demandons à le Conseil de sécurité de la Nations Unies une chose qui est très important à faire, c'est maintenant de sanctionner les chefs de M23 ainsi que les dirigeants rwandais qui aident et qui assistent à ces violations de droits humains. Au même moment, nous pensons que c'est clair que les bailleurs de fonds qui continuent à donner l'argent au Rwanda, c'est important que ces pays réexaminent leur programme pour assurer que cet argent n'assiste pas à ces crimes de guerre et que les personnes responsables, chefs rebelles et autorités rwandaises seront traduits en justice. Des propos recueillis par Zéphirin Quadio. Le président du M23 a réagi à ces affirmations qu'il juge sans fondement. Jean-Marie Runigani, la participation du Rwanda, il affirme que son mouvement n'a pas besoin du soutien de ce pays. Le M23 n'a reçu aucune aide du Rwanda. Le M23 est un mouvement rebelle congolais et qui est suffisamment fort pour se défendre. Les FARDC n'ont pas été en mesure de tenir devant les rebelles du M23. Pourquoi le M23 ira chercher
de l'aide militaire au Rwanda. De deux, pour ce qui concerne la logistique, à Bunagana, on a eu des tonnes et des tonnes de munitions, d'armes et munitions, et cela suffit au M23 pour continuer la guerre. Ou bien c'est une manipulation, ou bien c'est de la haine. Je crois que Human Rights Watch, que moi j'ai toujours respecté, aujourd'hui cette organisation est en train de perdre sa crédibilité parce que ces allégations-là ne sont pas fondées. Propos recueillis par Guillaume Thibault. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La mission de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Ladsou, s'est rendue cette semaine en RDC et au Rwanda pour, dit-on, préparer le sommet sur la situation sécuritaire dans l'est du Congo, convoqué par le secrétaire général Ban Ki-moon le 27 septembre prochain à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. L'objectif premier est de mettre un terme aux souffrances énormes des populations à ce drame humain qui s'est traduit par des massacres, des viols et des déplacements massifs des personnes déplacées ou réfugiées, a indiqué M. Hervé Ladsou, qui a estimé qu'au-delà, il faut aussi trouver des moyens de résoudre au fond cette crise pour faire en sorte que la souveraineté de la RDC soit clairement respectée. J'ai demandé, entre autres questions, à notre confrère Claude Kamanga Moutonde, ancien conseiller en communication du ministère congolais des Affaires étrangères, ce que le Congo attendait du sommet de New York. Je crois que du côté congolais, on attend une avancée significative en rapport à ce qui devrait être fait sur le terrain pour mettre en place une force qui pourra contraindre les partis qui contraignent également la République démocratique du Congo dans la partie est du pays, c'est-à-dire dans la province du Nord Kivu. Les gens attendent les choses de cette manière-là, puisque après le dernier sommet de Kampala, qui a été le deuxième du genre, la décision qui a été prise de mettre sur pied une force internationale neutre dans les 3 mois qui viennent, tel que ça a été pris à Kinshasa, ça a été comme si on mettait les Congolais sur une très longue période d'attente. Parce que depuis le sommet d'Addis Abeba, depuis les différentes rencontres qu'il y a eu au niveau de la SADC et même au niveau de Kampala 1 à Kinshasa, au sein de l'opinion, la plupart des gens estimaient et soutenaient que Kampala 1 ne donnera pas quelque chose de plus probant, quelque chose de plus significatif pour mettre un terme à la crise qui sévit dans la partie est du Congo et qui oppose, comme on commence à le dire de plus en plus et un peu plus clairement, le Rwanda à la République démocratique du Congo. On a peut-être dire, puisque ça a été une des réclamations ou des souhaits émis ici à Kinshasa, que la rencontre qui est prévue pour le 27 septembre prochain à New York, que les Nations Unies devront essayer d'éclairer un peu plus l'opinion congolaise sur ce qui pourra être le nouveau statut de la MONUSCO en République démocratique du Congo, puisque comme on le sait, à Kinshasa, comme dans différents cercles de réflexion, il a souvent été estimé que la MONUC ne joue pas vraiment le rôle qu'ils attendent d'elle. Bon, on sait que elle obéit à un statut. Ce statut, le revoir, voudra peut-être dire que il faudra faire passer le mandat de la MONUSCO, qui ne devra plus se limiter ne fût-ce qu'à une option de stabilisation, de la paix, d'observation, mais de la faire intervenir comme force de dissuasion. Et comme on sait que de Kampala, il a par exemple été dit que la force internationale neutre qui devra être mise sur pied devra, entre autres, s'employer à traquer les troupes du M23. Moi, je me demande si les Nations Unies vont si rapidement aller vers ce genre de souhait émis par la plupart des Congolais. Notre confrère congolais, Claude Kamanga Moutonde. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les Nations Unies donnent raison à Human Rights Watch qui accuse la rébellion du M23 de crimes de guerre à grande échelle. L'ONG de défense des droits de l'homme dénonce des exécutions sommaires d'enfants enrôlés dans l'est de la République démocratique du Congo, des viols, des recrutements forcés. Hier à Kinshasa, la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC, a réaffirmé par ailleurs son soutien aux autorités congolaises dans leur lutte contre la rébellion. La correspondance de Bruno Minas.
La force de paix des Nations Unies est du même avis que Human Rights Watch. Le M23 s'est rendu coupable de crimes de guerre, selon la MONUSCO, l'un de ses porte-parole, Touré Pagnanini. La MONUSCO partage de manière générale le même constat. C'est vrai que les chiffres qu'avance Human Rights Watch ne sont pas exactement les mêmes que nous avons. Nous avons quelques différences près. Mais cependant, nos constats sont exactement les mêmes. Actuellement, c'est une solution pacifique, diplomatique, négociée, qui est privilégiée par les Nations Unies, mais la MONUSCO se dit prête à aller au feu ensemble avec l'armée congolaise. C'est le porte-parole militaire qui l'affirme, le lieutenant-colonel Bass. Nous sommes là pour soutenir le gouvernement congolais, particulièrement les FRDC pour ce qui concerne la force, et toute initiative qui pourrait être prise par les FRDC trouvera le soutien indéfectible de la force de la MONUSCO pour que la paix puisse revenir dans cette partie du pays. Ces résolutions interviennent alors qu'un nouveau mandat plus clair et plus robuste est réclamé pour la MONUSCO, aussi bien par le pouvoir que par la société civile. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Commençons par la localité de Kia-Vinyonge, située au sud de Beni, dans le nord Kivu, et où prévaut une vive tension entre la population et les FARDC, suite à l'assassinat cette semaine d'une jeune fille de 19 ans par un soldat congolais. Selon des sources citées par Radio Okapi, le militaire a tenté de violer cette jeune fille avant de la tuer parce qu'elle résistait à ses avances sexuelles. Le vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu a parlé d'un lâche assassinat et exigé l'arrestation de l'auteur du crime. Il explique que le criminel s'est introduit au domicile de la victime pour la violer. Face à son refus, ce militaire a tiré sur elle à bout portant. J'ai pu joindre par téléphone le porte-parole des forces armées congolaises, le colonel Olivier Amouli. Nous sommes déjà au courant de cette situation qui s'est passée hier et même la population s'est soulevée concernant ce problème-là. Mais ce qui est important, c'est de savoir que d'abord, nous, en tant que les autorités militaires FARDC, nous présentons d'abord nos sentiments de compassion avec la famille de la victime, mais aussi le commandant sur place, qui est le chef direct du soldat qui s'appelle d'ailleurs Moussa Firi. Il a procédé à son arrestation et il y a un procès d'urgence qui est en train d'être organisé afin qu'il puisse répondre devant la justice militaire opérationnelle aux préventions qui sont mises à sa charge. J'ai ensuite demandé au colonel Amouli de nous parler du sort généralement réservé aux soldats FARDC coupables de telles exactions contre la population civile qu'ils sont censés protéger. Vous savez, depuis qu'on a commencé avec les opérations militaires au Nord Kivu et au Sud Kivu depuis 2009, il y a eu une politique de la tolérance zéro qui a été décrétée par le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Et aussitôt qu'il y a des cas avérés, des actes répréhensibles qui sont mis à charge des militaires et FARDC, aussitôt il y a vraiment la célérité qui est appliquée et c'est la justice qui est applicable. Il y a même une cour opérationnelle au Nord et au Sud Kivu qui est en train de faire ce travail-là, afin que nous puissions nous rassurer que l'armée, ce n'est pas un dépotoir où il y a des militaires qui sont venus n'importe où et qui doivent commettre des crimes contre des populations civiles, car la seule et l'unique mission de l'armée, c'est de protéger la population ainsi que leurs biens. J'ai voulu ensuite savoir si des séances ou séminaires de sensibilisation sont organisés au sein des FARDC pour faire comprendre aux soldats ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire dans les zones en conflit. Je vous rassure que depuis que nous avions commencé les opérations, les statistiques sont vraiment aux bas échelles parce que du jour au jour, il y a vraiment des sensibilisations qui sont faites, des communs accords avec nos partenaires du CICR, de la Croix-Rouge internationale, et ils sont en train de vulgariser partout au sein des régiments les droits internationaux humanitaires, mais aussi à notre niveau au sein de la cellule de communication. Nous avons cette tâche-là et nous nous y attelons afin que tout le monde soit mis au diapason et savoir que l'armée, elle a une mission noble. La dignité de l'armée et des soldats, c'est de protéger la population civile. C'était le colonel Olivier Amouli, porte-parole des forces armées congolaises dans l'est de la RDC. Internet. Je m'appelle Daniel, c'est un journaliste et Kinshasa, la Voix d'Amérique. L'actualité est que pendant un certain temps, on voit l'État est en train de démolir les sites qui ne sont pas appropriés pour la construction. Mais quelque part, on voit encore les gens en train de bâtir, tel que dans les chantiers. Dans un chantier, on attrape sur poids lourd. Donc, c'est un terrain où le chemin de fer est en place. Mais les gens viennent à 5 mètres, à 4 mètres du rail construire. Vraiment, on ne sait pas qui
les ont autorisés de bâtir dans cet endroit-là et l'État ne prend pas des précautions aussi par rapport à ça pour l'instant. Il attend peut-être que ces gens bâtissent et après tout qu'ils viennent démolir. Vraiment, on souhaite à ce que les gens puissent être disciplinés par rapport à ça. Je me nomme M. Albert Tchungouye Diboué, citoyen journaliste VOA à Kananga, en RDC. L'actualité chez nous est marquée par les événements sécuritaires. Un peu à l'intérieur de la province, dans les territoires de Timbelenge, il se remarque une forte présence militaire due à la recherche de militaires qui ont fait dernièrement des sections. Alors tous ces militaires positionnés dans ces territoires proches du territoire de Kabé-Kamouanga, dans le Kassai oriental. Donc la population subit une sorte de tracasseries, de traumatismes. Par moments, les militaires vivent au dos de la population. Eh bien, ça inquiète un peu la population qui ne sait plus vaquer librement à ses occupations. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Roger Lumbala risque bien d'être arrêté s'il quitte l'ambassade d'Afrique du Sud, où il a trouvé refuge il y a 11 jours. Oui, hier, le chef de la diplomatie burundaise a clarifié le statut de cet opposant congolais. Il pourrait bien être interpellé si la République démocratique du Congo demande son extradition. Car à Kinshasa, Roger Lumbala est accusé de trahison et jusque-là, Bujumbura était resté flou sur sa situation. La correspondance d'Esdras Ndikumana. Il y a quelques jours, le service secret burundais s'était voulu rassurant et avait annoncé publiquement que Roger Lumbala était libre de quitter l'ambassade d'Afrique du Sud quand il le voulait et pour la destination de son choix. Mais l'opposant congolais qui avait flairé un piège s'était montré prudent et avait refusé tout net de quitter son refuge selon ses proches. L'OTAN semble lui donner raison aujourd'hui car le ministre burundais des Relations extérieures a été très clair hier sur son statut, Laurent Kavakure. Il n'est pas libre de ce mouvement parce qu'il a un statut de requérant d'asile. Le gouvernement de la République démocratique du Congo envisage dans les 48 heures, je pense, de déposer une demande d'extradition. Elle nous avait été exprimée verbalement. Maintenant, si la République démocratique du Congo formule cette demande, nous allons l'analyser. Que va faire le gouvernement burundais? La République démocratique du Congo aurait livré depuis 2010 au service burundais de sécurité des dizaines de combattants armés dont des chefs rebelles basés dans l'est de la RDC selon des sources concordantes. Kinshasa, qui accuse Roger Lumbala de haute trahison pour ses liens supposés avec la rébellion du M23, réclame aujourd'hui la réciprocité. Esdras Ndikumana, Bujumbura, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. C'est une première en République démocratique du Congo. Un petit miracle, une femme malade du virus Ebola a accouché hier matin et aux dernières nouvelles, la mère et l'enfant sont vivants. Ça s'est passé dans un petit centre de santé sous-équipé à Isiro, dans le nord-est du pays, une région où la fièvre hémorragique a déjà fait 31 morts. Le personnel qui a aidé cette femme à accoucher a été guidé par téléphone par des spécialistes. Une opération à très haut risque, Bruno Minas. La maman a 29 ans, c'est son 7e enfant. Quand elle a été sur le point d'accoucher, le personnel médical d'Isiro s'est retrouvé bien désemparé. On ne peut pas manipuler simplement un malade d'Ebola, il faut se protéger, le virus est très contagieux. Les infirmières et médecins en sont souvent victimes. Alors le personnel sera guidé par téléphone par 2 éminents praticiens de Kinshasa, le professeur Mungu et le docteur Massamba, aux côtés du ministre de la Santé, le docteur Félix Kabange Numbi, qui raconte. Nous avons passé à peu près 4 heures en communication avec le médecin qui était sur place. Le premier débat était quelle est la meilleure voie par laquelle on pouvait sauver et l'enfant et garder la mère en vie. La deuxième question, c'est quelle est la meilleure voie par laquelle on pouvait protéger le personnel de santé qui devait intervenir. Le but est atteint, la mère et l'enfant sont vivants, c'est une première, mais le pronostic reste cependant réservé. La fièvre hémorragique Ebola est mortelle dans beaucoup de cas, l'enfant a peut-être une chance de ne pas l'avoir contracté. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nous mettons le cap sur Goma, au nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Lancement officiel ce vendredi du mécanisme conjoint de vérification élargi à d'autres pays de la région des Grands Lacs, la CIRGL. Oui, Bagassi, les experts militaires de la CIRGL sont sur place pour la mise en œuvre de ce mécanisme dont le principal objectif est de vérifier les allégations de Kinshasa sur la présence de soldats rwandais dans les rangs de groupes rebelles M23
M23. Pour en savoir plus, j'ai joint le colonel Célestin Ngeleka, porte-parole des forces armées de la RDC au Nord Kivu. Bon, effectivement, après avoir accusé le Rwanda pour avoir agressé le Congo, lors du dernier sommet de chef de l'État à Kampala, il s'était fixé à ce qu'il y ait des experts des Nations Unies pour vérifier l'implication du Rwanda dans le conflit armé en RDC en apport au M23. C'est comme ça qu'ils sont en train de vérifier si réellement le Rwanda est impliqué dans cette histoire de soutenir le M23 pour menacer ou bien la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Est-ce que ce mécanisme aura également la charge de contrôler les mouvements à la frontière entre la RDC et le Rwanda? Effectivement, c'est la mission prioritaire des experts ou bien de cette force neutre, c'est la vérification de frontières entre le Rwanda et la RDC et de traquer, de mettre à moule le mouvement M23 et le FDLR et autres groupes armés actifs dans la région. On sait également, colonel, que certains pays de la CIRGL, dont l'Angola et la Tanzanie, ont envoyé depuis la semaine dernière leurs délégués pour ce mécanisme de vérification de frontières, n'est-ce pas? En fait, l'Angola et la Tanzanie, ce sont des pays frontaliers de la République démocratique du Congo. Tous ces pays étaient présents au dernier sommet de Kampala. Les experts militaires de la région des Grands Lacs préparent également la rencontre des ministres de la Défense de la CIRGL qui pourrait s'ouvrir samedi, n'est-ce pas? Oui, effectivement, après la réunion de chef de l'État de pays concernés, après c'est le ministre de la Défense. Mais de toute façon, on s'est fixé d'ici 3 mois pour que la force neutre soit implantée maintenant en République démocratique du Congo. Colonel, est-ce que cela veut dire que maintenant il y a cette coopération régionale pour vraiment mettre de l'ordre dans l'est du Congo? Non, bon, d'abord c'est les FARDC qui ont la charge de la protection de personnes ainsi que de leurs biens, la sécurisation, la protection de frontières de la RDC et la défense de l'intégrité du territoire. Les autres forces viennent en appui aux FARDC. Évidemment, on sait que ce mécanisme va pouvoir identifier des troupes du M23, n'est-ce pas? Effectivement, dans le cadre de cette force, c'est de neutraliser complètement et d'anéantir le phénomène M23 sur le sol congolais et surtout dans le territoire de Rutshuru. Et justement, en parlant de ces groupes rebelles, colonel, quelles sont les dernières nouvelles concernant la traque de Bosco Ntaganda? Bon, jusque-là, pour le chef de l'État, il y a 3 options pour mettre à moule le groupe M23. Il y a le politique et la diplomatie. Mais les FARDC sont déterminés et prêts à mener les opérations de grande envergure pour rétablir la paix, la sécurité et restaurer l'autorité de l'État dans le territoire du Nord, Kivu et sur Kivu en particulier, et dans toute la République en général. Le colonel Célestin Ngeleka, porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Nous restons toujours en RDC où l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'inquiète de la flambée de la fièvre hémorragique à virus Ebola à Iziro et Dungu de la province orientale dans l'est du pays. Oui, le nombre de personnes infectées est en hausse et le bilan des victimes s'alourdit également, comme nous le dit Fadela Chaïb, porte-parole de l'OMS. La situation est sérieuse en République démocratique du Congo. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que Ebola touche ce pays, c'est au moins la 6e fois depuis 1976 que le pays connaît des flambées d'Ebola. Malheureusement, il y a beaucoup de chiffres qui sont dans les médias, souvent assez confus. Ce que je peux vous dire pour sûr, c'est qu'à la date du 12 septembre, il y a 41 personnes qui seraient porteuses de Ebola. Pourquoi j'utilise le conditionnel? Parce que parmi ces 41 personnes, certaines ont été confirmées en laboratoire, d'autres seraient probables, parce qu'il y a un lien épidémiologique entre les personnes. Ça veut dire une personne était en contact avec quelqu'un qui était confirmé Ebola. Et parmi ces 41 personnes, malheureusement, 18 sont décédées. Ceci étant dit, les équipes qui recherchent et qui travaillent sur Ebola sur place, ils sont retournés dans le passé jusqu'en avril de cette année. Ils ont refait des recherches et des études. Et ils auraient trouvé, en plus de ces 41 personnes, quelques 28 autres cas suspects.
La présente épidémie a officiellement été déclarée mi-août dans la province orientale. Comment est-elle actuellement contrôlée? Écoutez, elle est contrôlée parce qu'il y a une grande mobilisation internationale. Il y a d'abord le leadership du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo qui a créé un comité, une task force avec l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, Médecins sans frontières, les CDC qui sont les centres de contrôle des maladies. Il y a également la Fédération internationale de la Croix et du Croissant Rouge. Et il y a également l'Agence internationale pour le développement des États-Unis. L'OMS a déployé des épidémiologistes et des logisticiens. Nous aidons également avec la communication et la mobilisation sociale. Par exemple, nous avons également dépêché un anthropologiste pour travailler avec les communautés. Quel est le risque de propagation aux grandes villes de cette épidémie? Est-ce que Kinshasa, la capitale par exemple, est à l'abri? Pour l'instant, je ne peux pas vous dire, mais c'est pour ça qu'il faut absolument retrouver tous les contacts et, disons, les soigner ou les mettre en isolation. Fadela Chaïb, porte-parole de l'OMS, jointe à Genève, en Suisse.